Capturer des délinquants la main dans le sac, en flagrant délit, c'est le rêve de tout policier. Et ce matin à Dijon, Sébastien a une petite chance d'y parvenir. Vous êtes tous les deux Vous rentrez tous les deux dans le bureau de tabac et puis nous on se met derrière avec Christian. On s'annonce une fois qu'on est en place et puis pas de soucis. Ça marche? Ce brigadier de 37 ans organise une planque autour d'un bureau de tabac. Il n'y a qu'une seule issue, après c'est nous qui la bloquons, donc pas de problème. Depuis plusieurs semaines, il traque des braqueurs qui sèment la terreur dans la ville. Leur cible, les commerçants, leur arme, la bombe lacrymogène. Oui, ça charme. Ils sont nerveux quand même, hein. D'après les informations de Sébastien, le gang s'apprêterait à frapper de nouveau. Et cette fois, il compte bien être là. Sortie 2 effectifs crime à bord de SD 802 pour mettre en place un dispositif de surveillance. Sur les épaules de l'enquêteur, la pression est forte. La psychose commence à gagner la population. 3 commerces attaqués en quelques jours. C'est le bureau de tabac là, tu vois. Sébastien et l'un de ses collègues s'installent dans cet immeuble, en face du magasin que le gang devrait prendre pour cible. On est pas mal là. Parce qu'on a une bonne vue de ce qui vient au préalable, donc on peut avertir les collègues. À l'intérieur, 2 autres policiers prennent position dans l'arrière-boutique. On est prêt. On attend l'événement. Le piège est en place. En général, les braqueurs passent à l'action dès l'ouverture du magasin. Alors Sébastien est à l'affût. Cette affaire qui met les policiers sur les nerfs, nous l'avons suivie jour après jour, au cœur de l'enquête. Attention les gars, il y en a 2 qui rentrent. Soyez prêts, on sait jamais. Ouais, reçu, Seb. Partout en France, comme ici à Dijon, c'est devenu le problème numéro 1 des forces de l'ordre. Les braquages des commerces de proximité. Bar tabac, boulangerie, pharmacie, des agressions pour un butin parfois dérisoire, quelques dizaines d'euros. Déterminée, cette nouvelle délinquance est prête à tout, ne recule devant aucune violence et laisse derrière elle des victimes sous le choc ou même des familles en deuil. Dijon en Bourgogne est une ville d'ordinaire plutôt tranquille, mais même ici, depuis 2 ans, les braquages ont augmenté de 50%. Au commissariat, le service qui gère ce genre d'enquête ouvre rarement ses portes aux caméras. C'est la brigade criminelle. Sébastien y est brigadier depuis 2 ans et demi. Et les VMA, ces vols à main armée, sont devenus sa principale préoccupation. Les affaires s'accumulent sur son bureau et dans son ordinateur. Donc là, c'est une vidéo d'un vol à main armée. Donc on va voir qu'il y a un individu qui rentre. Il est armé d'un fusil qui tient à une main et il menace le tenancier, quoi. Un fusil de chasse, carrément, avec un double canon. Alors on a tout type d'armes à utiliser. Alors, ça va du simple cutter, je dirais, au couteau, en passant par la bombe, lacrymo. Et puis après, on a les armes de poing. Alors factice ou non, on ne sait jamais. À chaque fois, l'agression ne prend que quelques minutes. Mais la victime, menacée avec une arme, est profondément choquée. Puis après, il présente un sac type poubelle qui donne au gérant. Et lui, le gérant a charge pour lui de remplir avec là, des billets en l'occurrence. Mais ça peut être tout type de produits. On a les cigarettes des fois, on a aussi des tickets de jeu. Ça nous inquiète parce que le jour où effectivement ça va mal se passer ou qu'il y aura un tenancier qui aura tendance à vouloir se rebeller, on ne sait pas comment les auteurs pourront agir. Le problème, c'est que ces agresseurs rapides et prudents ne laissent en général aucun indice derrière eux. Sébastien ne le sait pas encore, mais il va bientôt hériter d'une nouvelle affaire qui va mettre toute la ville en émoi. Et cette fois, il va enfin avoir plusieurs pistes à creuser. Ce matin-là, l'enquêteur rend visite à une buraliste. La veille, elle est venue porter plainte pour un braquage. Les policiers ne laissent jamais traîner ce genre d'affaires pour ne pas laisser la psychose s'emparer des commerçants. C'est un fléau parce que ça généralise
Et ça touche des petits bureaux de tabac, des petits débitants qui, eux, essayent de survivre tant bien que mal. Et puis ça génère chez eux une certaine appréhension. Cette fois, les braqueurs s'en sont pris à ce magasin. Les caméras de surveillance de l'établissement n'ont pas fonctionné. Comme très souvent, l'enquêteur n'aura que le témoignage de la victime pour tenter de trouver un indice et comprendre le mode opératoire des malfaiteurs. Bonjour, Sébastien, commissariat de Dijon. Je peux vous voir de manière isolée? C'est cet employé qui est tombé nez à nez avec les agresseurs à l'ouverture du magasin. Donc, je voulais que vous m'expliquiez ce qui s'était passé, la façon dont ça s'est déroulé et puis le cheminement des individus. Tout a commencé dans cette réserve. Devant Sébastien, l'employé rejoue cette scène traumatisante. Ce matin-là, comme d'habitude, elle arrive par cette porte à l'arrière de la boutique. Les braqueurs l'attendaient à l'extérieur. J'active ma petite lampe D'accord, pour ok. activer mon alarme. Alors je rentre. Voilà, je veux pour activer mon alarme et voilà, un individu arrive, D'accord. donc cagoulé, me saisit, me bouscule un peu. Après, deux autres surgissent. 3 agresseurs et l'un d'entre eux semble diriger les opérations. Et puis il me fait agenouiller devant le coffre. Alors je prends ma petite lampe parce qu'il faisait noir. Alors j'ouvre le coffre. Voilà en général la cible des braqueurs. Les coffres forts de ces commerçants qui manipulent beaucoup d'argent liquide. Et ensuite, je prends l'enveloppe qui se trouvait voilà, à cet endroit-là. C'était en fait l'argent du PMU. En quelques minutes, les 3 braqueurs s'emparent de 2500 € et de plusieurs cartouches de cigarettes. La victime ne cherche pas à résister et pourtant, son calvaire ne s'arrête pas là. Et donc, à ce moment-là, il me gaze. Donc, je suis gazé. Ça faisait très mal. Et puis, donc, il m'a dit, tu attends 3 minutes avant de prévenir la police. Et puis, ils sont partis. Une bombe lacrymogène. Un premier détail intéressant. Pour empêcher le commerçant de réagir, les braqueurs l'aspergent de ce gaz aveuglant. Mais l'indice est mince. Sébastien aimerait d'autres détails. Il s'exprimait comment envers vous? Au départ, il était assez agressif, mais ensuite, il s'est calmé. D'accord. Et les deux autres, j'ai pas communiqué avec lui du tout. Et au niveau de la voix, de l'accent, qu'est-ce que vous pouvez donner un L'accent, âge? moi, je pense qu'ils étaient jeunes. Des agresseurs jeunes, rien de vraiment précis. Dans ce genre d'affaires, tout se passe très vite et les victimes sous le choc n'ont en général que très peu de souvenirs. Bon, on se dit c'est fini. C'est vrai qu'on a tellement peur, il y a tellement une peur qu'après, on peut vous faire n'importe quoi en fait. Pas de témoins, une vague description. Encore une fois pour Sébastien, l'enquête s'annonce difficile. À moins que cette fois, les 3 braqueurs n'aient commis une petite erreur. Un indice qui pourrait permettre de remonter jusqu'à eux. Leur signature, l'arme qu'ils utilisent, la bombe lacrymogène. Dans ce genre de cas, les policiers ont une technique. Élargir leurs recherches aux autres braquages similaires, commis récemment dans le secteur. Sébastien a donc plongé son nez dans les archives de la police, Christian, 5 minutes, on va regarder les vidéos. à la recherche de tous les braquages commis ces derniers mois, avec des bombes lacrymogènes. Et il a trouvé 2 dossiers avec cette fois des vidéosurveillance. On va regarder les vidéos sur le bureau? Ouais, on y va. On va essayer de voir si on peut tirer des similitudes. Si Sébastien pense avoir affaire aux mêmes auteurs, il joindra ces 2 dossiers à son enquête et rendra visite aux victimes à la recherche de nouveaux indices. Première vidéo, ce bureau de tabac, braqué une semaine plus tôt, là encore à l'ouverture du magasin. Donc là, c'est la caméra numéro 1. On les voit arriver. Voilà. Alors, Donc 3 individus à chaque fois. Ils ont tous une gazeuse. les 3. Tous cagoulés. Là aussi, 3 individus, là aussi des cagoules, et surtout là aussi dans leurs mains, leur signature, ces bombes lacrymogènes.
Les rôles sont définis quand même, parce que lui, il va spontanément, directement derrière Il la... a pas de gants, hein. Il a pas de gants sur la main qui tient la gazeuse. Par contre, sur l'autre, ouais. Ouais. Ouais, Ah, il, moi, va, la- il va directement à la caisse, lui. C'est le premier qui rentre. C'est vachement rapide. Ouais. Il y en a un qui reste dans l'espace de vente, t'as vu? Attends, il resterait, il chauffe. Un gang bien organisé. Et encore une fois, avant de partir, les 3 braqueurs utilisent leurs bombes, histoire de dissuader le commerçant s'il avait dans l'idée de les poursuivre. Hop, c'est bon, c'est parti. Ça part. Ah, il gaze, là. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ah, il s'acharne? Et ça part en courant. Donc il part, toi, c'est torrent, ça dure quoi? 30 secondes, quoi. Ouais, ça va vite. Des similitudes évidentes. Alors les enquêteurs vont se repasser ces images en boucle. À l'affût du moindre détail, ils observent notamment les vêtements de ces 3 individus. Ouais, regarde. Moi, ce qui me choque, tu vois, c'est la tenue vestimentaire du premier. Ouais. C'est... Il est hyper classe. Une gabardine, c'est quoi? C'est Ouais, un trench. les baskets noires avec des lacets blancs, un jogging noir avec des bandes. Ouais, tout vêtu noir. Des vêtements sombres et des baskets noires avec des lacets blancs. En visionnant la 2e vidéo, celle du braquage d'une boulangerie cette fois, les policiers vont avoir une drôle de surprise. 2 auteurs. Là, il y a 2 auteurs. Il a qu'un seul gant également. Comme l'autre. Ouais, et les baskets, regarde les baskets. Qu'un seul gant, même basket. La même bombe lacrymo. Alors là, par contre, il y a la même Même lacrymo. bombe lacrymo, ouais. Morphologiquement, c'est les mêmes, c'est les mêmes silhouettes. Hein. Manifestement, il s'agit de la même bande. Le dossier prend de l'ampleur et l'affaire devient officiellement celle des braqueurs à la gazeuse. C'est des silhouettes assez jeunes, ils sont assez alertes. Ça colle, hein. C'est tout dans le même secteur. Quoi. Ouais, c'est le même secteur, là. C'est la, Ouais. la boulangerie qui jouxte le tabac, quoi. Donc, Donc les 2 établissements, la boulangerie et le bureau de tabac sont voisins. On a la 2e bureau de tabac qui est un petit peu plus loin, mais bon, ça reste dans le même quartier, je dirais. Même bombe lacrymogène. 3 individus jeunes, cagoulés. Et sur 2 vidéos, les mêmes chaussures. Sébastien en est persuadé, il a affaire à une bande de braqueurs en série. De toute façon, moi, je vais aller revoir tous les commerces. Là. Je vais refaire le tour. Je vais avec les employés et puis les tenanciers pour savoir s'ils ont des nouvelles infos, histoire aussi de les rassurer sur l'avancement, sur le niveau d'avancement de l'enquête. Et puis voilà. Hein. pas de souci. La crime n'a plus 1, mais 3 dossiers sur les bras. Et la presse commence à évoquer ces braquages à répétition, de quoi inquiéter les commerçants de la ville et mettre la pression à Sébastien. Alors il va creuser une première piste, un indice qui permet parfois aux policiers de remonter jusqu'au suspect, l'arme qu'ils utilisent. Ces grosses bombes lacrymogènes qui terrorisent les commerçants. Considérées comme armes de 6e catégorie au même titre qu'un couteau, elles sont en vente libre. Sébastien a dressé la liste des revendeurs de lacrymo à Dijon et dans les environs. Avec Christian, son coéquipier, il va tenter de savoir si ces commerçants ont remarqué des clients douteux au comportement suspect. Première tentative dans ce dépôt-vente. Bonjour. Mais ici, une bombe lacrymogène, D'accord. ça ressemble à ça. Vous vendez juste ce modèle-là? Oui. Parce que là, on est sur des modèles 75, je crois. Oui, on a que du modèle 75 ou les plus petites. D'accord. Les 330 ou les 500 ml, vous en vendez pas? Non. D'accord. Et à vrai dire, c'est même les plus petites qu'on vend le plus. D'accord. Rien à voir donc avec les énormes bombes utilisées par les braqueurs. Mais Sébastien remarque qu'il s'agit du même fabricant. C'est le même modèle, Est-ce que vous avez sauf des modèles que la quantité est différente. C'est-à-dire qu'on est sur des conteneurs beaucoup plus gros, avec une forte ressemblance par rapport à un extincteur. Et avec, par contre, le même design, effectivement. Alors, sans dévoiler son enquête, le policier va chercher à savoir si des acheteurs un peu louches sont venus se renseigner ces dernières semaines. Vous vendez à qui, en général? À quel genre de personnes? Ça dépend. C'est varié? C'est très varié. D'accord. Souvent des femmes. Souvent des femmes, d'accord. Bah, écoutez, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, au revoir. Pas grand-chose d'intéressant ici. Pour les gros modèles, Sébastien va devoir s'adresser aux boutiques spécialisées. Direction le centre-ville et ce magasin, un surplus militaire. Bonjour. Ici, on trouve toute la panoplie du parfait soldat. Non, j'ai le... Treillis,
répliques d'armes de guerre et armes de 6e catégorie, comme les bombes lacrymogènes. On a la recherche de bombes de conteneurs lacrymo, des gros modèles. Là. De bombes de... Ouais. Non, d'aérosols lacrymogènes. Les aérosols lacrymo, ouais. En quel volume? En 330 ou en 500? Qu'est-ce que vous avez en plus gros? Là, pour l'instant, j'ai plus rien, j'ai tout vendu. D'accord. C'est 300, mais ça, je peux en avoir sous 48 heures. D'accord. C'est 300 ml ou 500 ml. D'accord. Poignée type extincteur. Ok. Alors nous, on cherche un modèle assez particulier. Ouais. Donc c'est un grand modèle avec une signalétique rouge, marquée poivre ou gel. On n'arrive pas trop à déterminer pour le moment. Donc de couleur blanche avec un liseré rouge. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Parce que moi, ceux que j'ai, c'est ceux-là. D'accord. Vous voyez gris. Ok. Le commerçant ne vend pas la marque qui intéresse Sébastien. Mais dans ses tiroirs, il possède quand même quelques brochures qui vont renseigner l'enquêteur. Tiens, c'est pas ceux-là. Les caractéristiques de ce fournisseur-là, c'est le logo, là, le protecteur. mec en train de mettre ses... Ça, il n'y a que lui qui a ça sur ses bombes. Parfait, on va voir ça. Un liseré rouge sur la bombe. Sébastien connaît maintenant le nom du fournisseur. Mais ce sont surtout ses clients qui l'intéressent. Au niveau du fournisseur, comment ça se passe? Vous le commande par téléphone. Ouais, et puis, d'accord. D'accord. Il m'envoie la commande comme ça. Et c'est une vente exclusivement réservée à des professionnels? Il y a pas... Non, non. Le problème, c'est que sur Internet, les mecs, ils peuvent acheter ce qu'ils veulent. Hein. Ouais, bien sûr. Ok. Mauvaise nouvelle pour l'enquêteur. Ces bombes, dont la vente est pourtant interdite aux mineurs, s'achètent très facilement sur Internet sans le moindre contrôle. Des dizaines de sites les commercialisent. Merci pour les renseignements. Merci. Je vous en prie. Bonne journée. Bonne continuation, au revoir. Les agresseurs ont donc pu acheter les gazeuses par correspondance. Impossible de retrouver leurs traces de cette manière. À ce stade de l'enquête, plus aucune piste à creuser. Dans ce genre de situation, les policiers n'ont qu'une solution. Retourner sur les lieux des braquages dans l'espoir de découvrir un indice qui leur aurait échappé. Voilà pourquoi Sébastien va se rendre dans les deux commerces où les caméras ont enregistré ces images des malfaiteurs. Lorsque le policier se rend sur place, il est frappé par cette image. Deux commerces côte à côte, attaqués à quelques jours d'intervalle. Les braqueurs à la gazeuse prennent tous les risques. Sébastien commence par la boulangerie. Bonjour. Excusez-moi, boulanger, Sébastien du commissariat de Dijon. Oui. Je reprends en charge l'enquête dans laquelle vous avez été victime. Je venais un petit peu voir comment s'étaient passées les choses, puisque moi j'ai pris le dossier d'une manière secondaire et je voulais avoir votre propre ressenti et puis savoir ce que vous aviez vécu un petit peu en direct. Est-ce que vous pouvez me retracer les événements? Oui. Alors que la jeune femme raconte sa douloureuse rencontre, La machine à pain. D'accord. J'avais un client qui était au comptoir. Sébastien va s'accrocher au moindre élément qui pourrait le mettre sur une nouvelle piste. Les individus sont rentrés par la porte principale qui était ouverte. En fait, ça s'est passé très très vite. Ils sont arrivés vers la caisse. Ils se sont servis, ils ont juste pris l'argent facile, enfin les billets. Les billets. Le montant du préjudice au total, vous l'avez évalué? Il me semble qu'il y avait 250 €. Et quand ils sont exprimés envers vous, il y avait un accent particulier ou... Non, moi j'aurais dit que c'est des petits jeunes quoi. D'accord. Sans accent particulier. Okay. Ils avaient l'air sur d'eux ou pas? Assez, oui. Assez? Ouais. Pas d'accent, des malfaiteurs aguerris, malgré leur jeune âge. Une bande qui n'hésite pas à traumatiser les commerçants pour quelques centaines d'euros. J'ai vraiment eu peur, je pouvais plus bouger, j'étais tétanisée, je savais... Enfin, c'était dur de décrire en fait, savoir si c'était vrai ce qui se passait ou... Enfin... Je vous souhaite bon courage, merci pour ces renseignements et puis on est concerné bien évidemment par l'enquête, hein, on vous tient au courant. Dans cette boulangerie, pas vraiment de piste à exploiter. Mais Sébastien aura peut-être plus de chance dans le tabac, situé juste à côté. Bonjour. Je voulais que vous m'expliquiez ce qui s'était passé. Là encore, pour être sûr de ne pas rater le moindre indice, il va écouter toute l'histoire de l'agression. Il était 7h20 du matin, donc j'étais dans mon bureau,
en train de faire des papiers administratifs et comment j'ai entendu ma serveuse pleurer en m'appelant Robert. Donc je suis sorti de mon bureau et je suis tombé nez à nez avec les 3 lascars et je me suis fait gazer avec les bombes quand ils m'ont vu. J'ai reculé pour fermer la porte, ils ont poussé la porte et ils ont continué de me gazer et ils sont partis. C'est une agression violente pour un butin dérisoire. Surtout qu'ils étaient 3, hein, donc 400 € divisé par 3 et puis 6 cartouches, ça fait pas le bulletin du siècle. Hein. L'homme garde le sourire, mais un sentiment d'insécurité l'a poussé à se procurer la même arme que ses agresseurs. Oui, je me suis équipé d'une bombe lacrymogène. C'est la seule solution, disons, assez neutre que j'ai trouvée. Bon, si je suis réagressé aujourd'hui, je l'utilise de toute façon, elle est faite pour ça. Hein. Au détour de la conversation, Sébastien s'aperçoit que ce dernier braquage pourrait bien relancer son enquête. Un client du magasin aurait prévenu le buraliste qu'il se rendait au commissariat pour livrer une information cruciale. Oui, un voisin client qui sortait du bureau de tabac, qui est une personne âgée, qui les a croisés et qui les a vus repartir et s'est retourné pour venir voir ce qui se passait, qui a pu prendre le numéro de la voiture qui s'enfuyait. Ah bon? On a la plaque? Oui. Juste avant le braquage, on voit ce client sur les vidéos. Il achète son journal et en sortant, il croise sur le trottoir les 3 braqueurs qui arrivent en courant, cagoule sur la tête. Il repère leur véhicule et note le numéro de leur plaque. À l'abri des regards, ce témoin a livré ses informations capitales au commissariat. Il a donné une description très précise de ce véhicule qui démarre en trombe juste après le braquage. Il s'agit en réalité d'une Polo bleue dont Sébastien connaît désormais la plaque d'immatriculation. Vous allez le voir, lorsque des braqueurs imprudents se garent près du magasin qu'ils dévalisent, ils offrent aux policiers une piste très précieuse. De retour au commissariat, l'enquêteur entre la plaque de la Polo dans le SIV, le système d'immatriculation des véhicules, un logiciel qui lui donne accès aux fichiers des cartes grises. En quelques secondes, Sébastien obtient le nom et l'adresse du propriétaire et il peut aussi savoir si la voiture a été volée. Donc le véhicule est volé en date du 18. On a le nom du propriétaire, on a le lieu du vol. La voiture a été volée la veille du braquage, entre 15h et 15h30 dans le centre-ville de Dijon. Pas vraiment une surprise, ces malfaiteurs n'utilisent évidemment pas leur propre véhicule. Mais les policiers ont quand même une arme pour tenter de repérer cette Polo bleue. Sébastien va rédiger un avis de recherche, un mail qu'il va envoyer à toutes les patrouilles de police et de gendarmerie du département. Il y note la plaque et le type de véhicule, un modèle comme celui-ci, sans oublier les consignes de prudence en cas d'interpellation. Soit il y a les occupants à bord où là il faut procéder à l'interpellation, soit sinon le véhicule est en stationnement, on met en place une surveillance, puis à la remontée des individus dans le véhicule, on procède à l'interpellation. Une sorte de bouteille à la mer et un espoir plutôt mince. Sébastien le sait, ces voitures volées sont souvent incendiées pour effacer la moindre trace. Mais vous allez voir que ce simple mail va jouer un rôle déterminant dans la suite de l'enquête. Pour l'instant, la piste de la Polo bleue s'arrête là. Mais dans la ville, ces braquages à répétition font la une de la presse locale et entretiennent la psychose. Les petits commerçants redoutent d'être la cible de ce gang. Les appels pour signaler des comportements suspects se multiplient. Et c'est justement le coup de téléphone d'un buraliste inquiet qui va peut-être permettre aux policiers de coincer les malfaiteurs, la main dans le sac. Ce matin-là, au commissariat, le chef de la brigade criminelle, Cédric, débarque en urgence dans le bureau de Sébastien. Je viens d'avoir un appel de la salle. Ouais. Le buraliste suspect de 3 individus qui sont peut-être en repérage dans le bureau de tabac. T'as pris contact? Il nous attend ou... Il nous attend, j'ai pris contact avec la salle. Donc, moi, le papier, je vais le rappeler. Ouais. Et c'était à quelle heure ce matin, 9h? C'était 9h20. Le gérant d'un bureau de tabac du centre-ville
a remarqué des individus louches et il a prévenu la police. Dans le contexte actuel, les policiers ne peuvent négliger aucune alerte. Même si un détail les intrigue, cette fois, il ne s'agit pas du même quartier. Tu vois mal à gérer ici, non? Qu'est-ce que t'en penses? Le soir, il y a encore c'est proche du centre, on sait pas du tout Justement. les mêmes lieux. Ouais, faut voir. Voici le tabac en question. En plein cœur de Dijon, un quartier où les braqueurs à la gazeuse n'ont encore jamais frappé. Alors pour savoir si la piste est sérieuse, les policiers vont questionner le buraliste. A-t-il de vraies raisons d'être inquiet ou cède-t-il à la psychose? Bonjour messieurs. Bonjour. Service de police. C'est cet homme qui a prévenu la police. Ce matin, 2 clients lui ont paru franchement suspects. Moi j'étais là, le premier arrivé, il a passé directement là. D'accord. Il m'a dit combien que c'est le bouquin. J'ai pris le bouquin, j'ai regardé comme ça, je fais c'est 4,60. On a l'impression qu'il ne portait pas importance. Ça m'a déclenché aussi ça. Voyez, Les 2 jeunes ne semblent pas vouloir acheter quoi que ce soit. Et ils tentent d'impressionner le commerçant. Dan aussi, je sais pas quoi, quand on me le taper dans les pattes, je l'ai envoyé. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu fais toi? Il me dit non, je t'ai pas fait mal. Il me dit non, je. Il n'a pas plus ça parti comme ça. Bon, je lui ai dit toi. Des individus agressifs qui repartent sans rien acheter. Pour les policiers, l'alerte semble sérieuse et au plafond, ils remarquent un allié qui les aide souvent dans leurs enquêtes. On va déjà voir les vidéos aussi. Ouais, on va regarder ça. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, les enquêteurs vont peut-être découvrir les visages de ces braqueurs qui mettent la ville en émoi. Et sur cette image, les voilà. Ils entrent l'un après l'autre dans le tabac, comme pour quadriller l'espace. On a l'impression que les rôles sont assez répartis, c'est-à-dire qu'il y en a un qui vient voir ce qui se passe au niveau derrière le comptoir, et puis tu as le second qui lui reste dans la surface de vente. Les policiers vont analyser à la loupe leur comportement. Premier indice, l'un des jeunes semble repérer discrètement les caméras. Alors lui, vous allez voir son œil coquin, vous voyez. Là, il a l'œil en même temps. On voit bien. Là, il a l'œil. Il regarde, ouais. Ah ouais. Il regarde plusieurs fois la caméra, ouais. Le deuxième élément troublant, c'est le patron qui va le souligner. Puis les gars, ils étaient jamais venus là. Vous les avez jamais vus? Non, c'est pas Vous avez des une clients, clientèle ça. habituée, Ouais, c'est pas des clients ça. D'accord. Donc les gars, ils sont venus directement là, ils voulaient sûrement savoir comment moi je réagissais, je pense. Les enquêteurs sont convaincus que ces 2 jeunes préparent un mauvais coup. Ils vont donc se focaliser sur eux. Il est bien, magnifique lui. Avant de mettre en garde le buraliste, l'homme pourrait bien être la prochaine victime. On a plusieurs faits similaires dans des attaques du bureau de tabac comme les vôtres, avec des individus qui viennent forcément en repérage au préalable. Voilà, ouais. Moi, je suis pas méchant, mais je crois que je fais 15 heures par jour, je suis crevé, mais je crois que le gars, je le pulvériserai. Certains commerçants à bout de nerfs face à ces braquages sont tentés de se faire justice eux-mêmes. Avant de partir, Sébastien rappelle au buraliste le bon comportement à observer en cas d'attaque. Vous prenez pas de risque. Vous prenez pas de risque et vous essayez de les suivre le plus longtemps du regard possible. C'est-à-dire que si jamais ils prennent à gauche, vous partez à gauche. Vous croisez des personnes, vous allez appeler la police, et vous essayez de maintenir un contact visuel avec ces personnes le plus longtemps possible. Ok, ouais. Voilà, Ouais. sans prendre de risque, d'accord? Ok. Mais nous, ce qui nous permet d'aider et de faire avancer l'enquête, c'est de savoir dans quel sens ils partent. Pas de risque, voilà. Mais pas de risque, d'accord? Ça marche. Voilà. Bon, bah plus tard, monsieur. Messieurs, merci. Au revoir, messieurs. Comme ils n'ont aucune piste dans cette affaire, les policiers vont tenter de prendre les malfaiteurs la main dans le sac, en flagrant délit. Et pour ça, rien de tel que les bonnes vieilles méthodes. Les planques. Sébastien le sait, les malfaiteurs à la gazeuse frappent à l'ouverture du magasin. Voilà pourquoi, dès le lendemain matin, ce tabac sera placé sous étroite surveillance. Après une courte nuit, Sébastien et ses collègues sont sur le pied de guerre. On se retrouve à la voiture? C'est leur première chance de coincer les braqueurs. Et s'ils réussissent leur coup, ce sera la fin du calvaire pour les petits commerçants de Dijon. En tout, 4 enquêteurs sont mobilisés. Sébastien répartit les rôles pour tendre un piège efficace. Donc
Vous êtes tous les deux dans le... Vous rentrez tous les deux dans le bureau de tabac et puis nous on se met derrière avec Christian. C'est les mecs dès qu'ils sont dedans, de toute façon, c'est la tenaille. Voilà. Ils peuvent passer pas de par problème. le bureau, on est là, Pas de problème. vous êtes dehors. Il n'y a qu'une seule issue, après c'est nous qui la bloquons, donc pas de problème. Vu la surface du bureau de Ouais. tabac. L'opération est lancée. Sébastien est concentré. Il espère que les braqueurs vont passer à l'action ce matin. Sortie des effectifs crime pour mettre en place un dispositif de surveillance. C'est reçu. Le succès de cette planque repose d'abord sur la discrétion des enquêteurs, pour ne pas éveiller les soupçons dans le quartier. C'est le bureau de tabac là, tu vois. Sur toi, j'irai me garer là-haut. Parce qu'il faut que la voiture elle soit pas trop visible, quoi. Les policiers se garent à une centaine de mètres, puis ils rejoignent leur planque. Ce hall d'immeuble, repéré la veille et dont ils ont récupéré le pass. D'ici, ils ont une vue imprenable sur l'entrée du tabac. On est pas mal, là. On est pas mal. Parce qu'on a une bonne vue de ce qui vient au préalable, donc on peut avertir les collègues qui sont à l'intérieur. Et puis nous, on a une distance d'action assez courte. On a une quinzaine de mètres à franchir. Bon, il y a la rue à traverser, mais on peut y être assez rapidement. Sachant qu'eux, ils restent généralement au moins une bonne quinzaine de secondes. Donc on est largement dans les temps pour aller les choper quand ils seront à l'intérieur. Au même moment, dans l'arrière-boutique, ces deux collègues prennent position. On est prêt. On attend l'événement. A55 forêt claire. On est en place. Ouais, Flo. Le piège est en place. Il est 7 heures. L'attaque peut avoir lieu à tout moment. Sébastien observe le moindre passage dans la rue, à l'affût, prêt à bondir. Attention les gars, il y en a 2 qui rentrent. Soyez prêts, on sait jamais. Ouais, reçu, Seb. Fausse alerte, il s'agit en réalité de simples clients. Les minutes défilent et Sébastien commence à trouver le temps long. On va respecter le créneau horaire dans lequel, pour le moment, ils ont toujours frappé, c'est-à-dire à l'ouverture. Et quand il faisait nuit encore, donc on lèvera vers 8h30, 9h si jamais on voit rien arriver avant. Le jour se lève et les espoirs de Sébastien s'envolent peu à peu. Il y a de plus en plus de monde, donc ça réduit les possibilités pour eux d'agir sans être vus. Donc en tête, il y a beaucoup de monde qui rentre dans le bureau de tabac quand même. C'est une succession de clients à partir de maintenant, donc c'est embêtant pour nous. Ce matin, les braqueurs à la gazeuse ne seront pas au rendez-vous. Bon, on va lever pour ce matin. Pas très déçu? Non, pas du tout, pas du tout. Ça fait partie du boulot. Ces deux suspects étaient-ils vraiment des braqueurs, surpris en plein repérage? Les enquêteurs vont maintenir cette surveillance pendant 2 jours, sans résultat. Sébastien n'a plus aucune piste à creuser. Celle de la bombe lacrymo n'a rien donné. Les planques sont inefficaces et son dernier espoir est mince. Que l'avis de recherche lancé sur la polo bleue, utilisée lors d'un braquage, donne enfin des résultats. Et sur ce point, l'enquêteur ne va pas être déçu. Je vous en prie, merci, au revoir. Ce matin-là, la bonne nouvelle tombe par téléphone. La polo bleue vient d'être retrouvée. On y va? Ce sont des gendarmes à quelques kilomètres de Dijon qui ont donné l'alerte. Il y a quelques jours, ils ont découvert la carcasse de la voiture, calcinée. Pour l'instant, ils ne pouvaient la rattacher à aucune affaire, mais en lisant l'avis de recherche de Sébastien, ils ont aussitôt contacté la crime. L'épave, quand ils l'ont retrouvée, les gendarmes, elle était froide ou Elle était froide. Et entre le moment de la découverte et le vol à main armée, il s'est passé combien de temps? C'était le lendemain. Le lendemain? 24 heures. Sébastien et son collègue Christian se rendent aussitôt sur les lieux de cette découverte. À 10 km de Dijon, au bout de ce petit chemin en rase campagne, une aire de stationnement
au beau milieu de la forêt. Un endroit discret, idéal pour se débarrasser d'une preuve accablante. Je pense que c'est un chemin où il faut connaître quand même. Hein. Pour les policiers, c'est clair, ceux qui ont brûlé l'Apollo connaissent bien le secteur. Sur le sol à droite, la trace de la voiture carbonisée. Le véhicule a déjà été enlevé par les gendarmes. Sébastien et son coéquipier vont quand même passer la zone au peigne fin à la recherche du moindre indice. Donc il a brûlé à cet emplacement. On essaye de regarder dans les environs, de manière à essayer de trouver une éventuelle matière ou substance qui aurait pu effectivement aider à faire prendre l'incendie. Mais comme les gendarmes avant eux, les policiers ne trouvent aucune piste sur place. Ces délinquants connaissent manifestement les techniques des enquêteurs et savent leur compliquer le travail. Le problème avec les incendies, c'est que ça laisse plus beaucoup de traces malheureusement pour nous. Et que ça commence à se savoir dans le domaine de la petite et moyenne délinquance. Donc ils ont souvent recours à ce genre de procédé pour effacer toutes les traces malheureusement. Les braqueurs sont-ils repartis à pied ? Sur le chemin du retour, Sébastien remarque un détail. Au bord du chemin qui mène à l'aire de stationnement, une entreprise équipée de caméras de surveillance. Elles ont sans doute filmé le passage des malfaiteurs. On peut essayer de voir si un véhicule relais n'a pas été utilisé, c'est-à-dire un véhicule qui aurait servi à faire repartir les individus. On cherche éventuellement une erreur, on cherche surtout des pistes dans un premier temps. Renseignement pris, les gendarmes ont déjà récupéré ces vidéos. Un petit coup de pouce qui va peut-être faire progresser l'enquête rapidement. Bonjour. Donc on vient pour la vidéo dont je t'ai parlé. Voilà. Voilà. Tu crois que ça peut donner quelque chose ou comme je suis allé voir le garage, là, c'est vrai qu'ils ont des caméras qui donnent sur le seul chemin d'accès qui va au plan d'eau. Ouais. Tu penses que le chemin principal serait quand même celui qui borde le principal, on le voit bien. D'accord. Ok. C'est de bonne qualité, on peut tenter. Bon, on va voir tout ça. Les gendarmes remettent à Sébastien les images des vidéosurveillance sur cette clé USB. Une journée entière d'enregistrement à visionner. Car l'Apollo a été retrouvé 24 heures après le braquage de ce bureau de tabac. Mais l'enquêteur va pouvoir cibler le créneau qui l'intéresse. Les gendarmes ont, semble-t-il, été alertés de longues heures après le passage des malfaiteurs. Elle a été découverte froide, l'épave, donc ça laisse à penser qu'il s'est passé un certain délai entre le temps de la découverte et puis le moment où elle a été brûlée. Ouais, pour l'incendie, pour que personne nous appelle, je pense pas que ce soit de jour, parce qu'on aurait vu la fumée. Bien sûr, ouais. Donc tout ça exploité. On va avoir du boulot. D'expérience, l'enquêteur le sait, c'est en général la nuit que les malfaiteurs brûlent les véhicules qu'ils utilisent. Je pense qu'il faut quand même prioriser le créneau début de soirée, tu vois. Parce que tu peux pas aller brûler ça en pleine journée à la vue d'éventuels promeneurs ou... Sébastien est dans l'urgence et il a peut-être enfin un moyen de remonter jusqu'au braqueur. Alors pour visionner ces images, il va demander du renfort. Bon, on a récupéré les vidéos ? Ouais, c'est bon. On a un petit souci, c'est qu'il y a 36 heures de visionnage. 36 heures. 36 heures. Donc on va se répartir le visionnage certainement à 3-4 parce que pour le moment on n'a que ça. Toute la matinée, chacun dans son bureau, 3 enquêteurs vont examiner ces images à la loupe. Et voilà ce qu'ils découvrent. Au premier plan, une toile d'araignée. Derrière, le parking du garage. Et au fond, le chemin qui mène à la zone où l'Apollo a été incendié. Au bout de quelques heures, c'est Sébastien qui trouve le passage intéressant. Ça y est. On a une première voiture. Une première voiture qui est immédiatement suivie d'une seconde. 2 voitures roulant à toute vitesse sur ce petit chemin à 2h41 du matin. Les phares arrière de la première et la seconde. Enfin! Pour exploiter au mieux ces images, Sébastien réunit ses collègues. Cédric, c'est bon, j'ai trouvé. 2h41 et 5 secondes. Ok, attends, on va regarder. 2h41 5 secondes. On voit 2 véhicules. Ça y est, une première et la seconde. Ils vont directement dans le petit chemin. Ils vont directement dans le petit chemin, ils vont relativement vite, sans freiner.
Les images ne sont pas très nettes. La scène se passe en pleine nuit. L'Apollo semble arriver en tête, suivi d'un second véhicule, une deuxième voiture qui repasse dans l'autre sens une demi-heure plus tard. On voit les phares essentiellement. Pour quiconque, ces images ne serviraient à rien. Impossible d'y déceler un visage ni même une plaque d'immatriculation. Mais pour l'œil exercé des policiers, elles sont très parlantes. Ça pense que Bah oui, on faisait une Golf. Ouais. Une Golf. Moi, je vois une Golf aussi. Ouais, là, ça fait Golf, ouais, je suis d'accord, à l'arrière. Ouais, ça fait assez Golf 4, ouais. Après plusieurs arrêts sur image, les enquêteurs tombent d'accord sur un modèle, une Golf noire. Et il y a un autre point qui les intéresse, ces horaires indiqués en haut de l'écran. L'heure d'arrivée et de départ des braqueurs. 3,15, 59. 2,41,05 pour l'entrée. Ça fait quand même 35 minutes. Ça va être bon pour le bornage, ça. C'est pas mal. Ouais. On va pouvoir cibler un peu plus, quoi. Une information capitale. Car les malfaiteurs sont parfois trahis par leur téléphone portable. Grâce aux antennes relais qui transmettent les communications, les policiers peuvent localiser n'importe quel portable au moment d'un appel. Maintenant qu'ils connaissent la tranche horaire du passage des braqueurs, les enquêteurs vont rechercher tous les téléphones qui se trouvaient dans cette zone au milieu de la nuit. Dans cette tranche horaire-là, on peut avoir des masses d'appels non plus. Hein. Grâce à ces vidéos, les policiers ont donc deux nouvelles pistes à creuser. La téléphonie, les braqueurs ont peut-être utilisé leur portable, et cette mystérieuse Golf noire qu'il va falloir identifier. Ce dernier élément semble difficilement exploitable. Des voitures de ce modèle dans une ville comme Dijon, il y en a des centaines. C'est pourtant de ce côté-là que vont très vite s'orienter les investigations. C'est parfois au détour d'une simple conversation qu'une enquête rebondit. Ce matin-là, Sébastien fait le point sur son affaire avec Stéphane, le commandant du service. Donc on voit bien passer l'Apollo. Informé de toutes les affaires en cours, le commandant a une vision globale de l'activité du commissariat. Et ce dossier de braquage va lui en rappeler un autre. On remarque bien l'Apollo qui passe et on voit un deuxième véhicule, une citadine, enfin un petit peu plus gros, comme une classe moyenne, tu vois. Véhicule noir, ça, on dirait une Golf. Alors on est tous un petit peu d'accord avec cette idée-là. Ce modèle de véhicule interpelle aussitôt Stéphane. Il fouille dans ses dossiers et voilà sur quoi il va tomber. Dans une autre affaire de braquage en cours, un suspect a été repéré autour des lieux de l'agression et il possède justement une Golf noire. Un gars qui pourrait être relié à tout ça et qui a une Golf noire. Intéressant. Ça fait quand même... Ouais. En plus, c'est concomitant parce que c'est vraiment la période et le quartier. Ouais. Le même quartier, une voiture du même modèle. Ouais, ça marche. Il s'agit peut-être d'une coïncidence, mais ces vols à main armée ont pris une telle ampleur que Sébastien va quand même vérifier. Son premier réflexe, comme tout bon enquêteur, c'est de se plonger dans le dossier du propriétaire de cette Golf, identifié par ses collègues, pour savoir à qui il a affaire. Donc là, je fais des recherches sur le propriétaire du véhicule. Donc au moyen des fichiers qu'on a, hein, on a plusieurs fichiers, notamment le STIC, c'est le fichier des antécédents en police. Le STIC, les archives de la police qui recensent toutes les personnes mises en cause par le passé. Sébastien entre l'identité du suspect et la piste va se confirmer. J'apprends qu'il est connu chez nous pour un fait, un vol en 2010. Un vol avec port illégal d'armes de 6e catégorie. S'agit-il d'une gazeuse comme dans l'affaire en cours? Impossible d'en savoir plus, le fichier n'est pas assez précis sur ce point, et plus personne ne se souvient de cette affaire vieille de 3 ans. Mais Sébastien commence à croire qu'il est sur la bonne voie. Dès lors qu'ils ont un passage chez nous, forcément il a été signalisé et auditionné. C'est-à-dire qu'on a sa photo et on a des informations sur son identité, bien évidemment. Le brigadier découvre le visage de ce jeune homme d'une vingtaine d'années. Il va étudier les moindres détails de son dossier et une première surprise l'attend. Là, je vois qu'il est domicilié chez une demoiselle
Donc il habite à 300-400 mètres vol d'oiseau de la boulangerie et du bureau de tabac où a lieu le braquage. Ça me paraît quand même relativement parlant. On va en discuter avec les autres collègues, mais c'est vrai que c'est une belle coïncidence. Alors le policier creuse encore, car il est à la recherche de 3 agresseurs. Puisqu'il est connu pour un vol en réunion, le premier individu, ça sous-entend qu'il y avait un comparse, un complice. Ce nouveau suspect l'amène aussitôt sur un 2e individu, avec lequel il a été mis en cause par le passé. Pour le fameux vol, perpétré avec une arme de 6e catégorie. Il apparaît qu'on a désormais un second individu qui s'nomme. Alors, je vérifie éventuellement s'il est passé. Donc, j'obtiens la photo également. Donc, on a les deux individus donc, en photo. Ce 2e jeune homme est également âgé d'une 20aine d'années. Et nouvelle ramification, lors de sa dernière garde à vue, il a déclaré habiter chez un ami. Un 3e individu sur lequel Sébastien va également enquêter, mais cette fois, rien dans les fichiers de la police. En main courante, tu l'as pas Non, rien. À part sur son père. Et au Judex, t'as rien non plus? Ah bah Judex, j'ai pas fait justement, faut qu'on voit les gendarmes. Je vais les appeler. Dans ces cas-là, les policiers contactent leurs collègues gendarmes. Eux aussi ont leurs propres archives, un fichier dans lequel ils recensent également les personnes qu'ils ont mises en cause par le passé. Vous êtes en relation avec la gendarmerie nationale. Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Sébastien du commissariat de Dijon sur télédépartemental. On est sur une affaire de vol à main armée. J'aurais besoin assez rapidement, c'est pour ça que je me permets d'appeler. D'habitude, on passe par mail. Alors ce 3e homme est-il connu chez les gendarmes? Ah, cool. C'est le seul qu'on n'a pas, disons. C'est le seul qu'on n'avait pas en photo. Il vous faut la photo avec La photo, l'adresse, et puis bon, ce qu'il a fait, quoi, les antécédents, ouais. Ouais, je vous envoie ça par mail en retour. Ok, ça marche. Merci beaucoup en attendant. De rien. Au revoir. Au revoir. Quelques minutes plus tard, le brigadier reçoit par mail le dossier du 3e individu suspect. Et il se précipite dans le bureau de son chef de service. Donc j'ai les informations sur le 3e. Ouais. Merci. Donc il est connu pour 4 faits au total. Et c'est des dégradations, des destructions et puis un incendie volontaire. Gevrey. À Gevrey, ouais. Par la BT. Incendie volontaire à Gevrey. Ouais. Intéressant. Un incendie volontaire, dans une commune dont le nom résonne immédiatement à l'oreille des enquêteurs. C'est à côté du lieu où était incendiée la voiture, quoi. Cette commune se trouve dans la même zone que ce terrain où la fameuse Polo bleue ayant servi à l'un des braquages a été retrouvée calcinée. Un endroit difficile d'accès que seul un habitué des lieux pouvait connaître. En observant la photo de ce 3e individu, les policiers se disent qu'il peut, tout comme les 2 autres, correspondre au profil des braqueurs à la gazeuse. La morphologie des auteurs du vol à main armée, hein. On n'a pas de petits gros, on a des personnes assez élancées. Sébastien est intrigué par tant de coïncidences. Il court après 3 individus et tombe sur 3 hommes jeunes à la morphologie comparable. L'un d'entre eux possède une Golf noire comme les braqueurs et il habite dans la commune où ont eu lieu les 3 attaques. Il a déjà été mis en cause avec l'un de ses amis dans un vol peut-être commis avec une bombe lacrymogène. Et le 3e homme a déjà été impliqué dans un incendie volontaire près de la zone où la fameuse Polo bleue a été retrouvée brûlée. Pour l'instant, celui qui intéresse le plus Sébastien, c'est le propriétaire de la Golf noire. L'enquêteur va s'assurer qu'il vit bien à l'adresse indiquée dans son dossier. Pour ça, rien de tel qu'un repérage des lieux. Le lendemain matin, Sébastien et Christian, en civil et à bord d'une voiture banalisée, se rendent dans le quartier du suspect. Le brigadier tient quelques indices troublants, mais son dossier est encore trop mince. Le jeune suspect et ses 2 amis n'ont peut-être rien à voir avec ces braquages. Dans le jargon, faut qu'on habille les mecs, c'est-à-dire que là, il y a un faisceau de preuves qui nous amène à lui. Reste après à déterminer qu'effectivement,
il a encore comme connaissance les autres individus, que les autres individus étaient présents. C'est dans cette cité que le jeune homme habiterait chez une amie. Ici, impossible de suivre 2 policiers avec une caméra sans compromettre l'enquête. Nous filmons donc ce repérage en caméra cachée. Regarde-toi par là. On va y aller à pied. Là, par là. On va faire le tour à pince. Non, on va essayer de passer par là, on va pas longer le bâtiment. Pour être plus discret, les policiers décident de se séparer. C'est Sébastien qui entre seul dans le hall de l'immeuble du suspect. Premier constat, son nom ne figure pas sur la boîte aux lettres de la jeune femme qui l'héberge. Mais le policier n'est pas surpris. C'est une pratique assez courante dans le milieu de la délinquance. Ils sont tous un petit peu parano, donc ils veulent pas savoir, ils veulent pas qu'on sache où ils sont logés. Le seul moyen de confirmer la présence du jeune homme dans cette cité serait de retrouver sa voiture. Les policiers vont donc arpenter cet immense parking et, au bout d'un moment... T'as vu la voiture, Christian? Et la voiture? Ils tombent sur la fameuse Golf noire du suspect. L'homme est donc bien dans les parages. Et depuis ce parking, Sébastien constate qu'il n'est effectivement qu'à quelques pâtés de maison de la boulangerie et du tabac braqués il y a quelques jours. C'est une belle coïncidence, c'est troublant même, parce que l'adresse soit aussi rapprochée du bureau de tabac, ça nous évoque quand même pas mal de choses. Une proximité, des coïncidences troublantes, mais comment savoir si ce suspect a vraiment participé aux 3 attaques? Sébastien est dans l'impasse. Et encore une fois, c'est ce simple mail, l'avis de recherche lancé sur cette polo bleue utilisée lors d'un braquage, qui va porter ses fruits, avec un nouveau témoignage qui tombe à pic. Ce matin-là, les enquêteurs apprennent une nouvelle inespérée. Le jour où la fameuse polo bleue a été volée, les malfaiteurs qui la conduisaient ont eu un accident et l'autre conducteur a porté plainte. Un témoin qui nous a signalé un accident matériel avec délit de fuite avec une polo, donc il l'a percuté. Alors, le jour du vol, avec la même tranche horaire, avec un début de plaque d'immatriculation qui correspond à notre polo volé. Donc l'auteur est parti de son stationnement avec le véhicule, l'a percuté et ensuite a pris la fuite. Grâce à l'avis de recherche, cette plainte a aussitôt été transmise à la CRIM. Et l'automobiliste accidenté devient un témoin essentiel dans cette enquête. Et il a vu le conducteur qui a pris la fuite. Donc c'est intéressant puisque ça va peut-être nous amener à l'auteur du vol du véhicule. Ce genre d'information, on l'a pas souvent, quoi. Alors ceux qui ont volé la polo utilisée pour un braquage sont-ils les 3 suspects que la CRIM vient d'identifier? Donc il donne une description de l'individu, européen, à la taille, à la corpulence, la coiffure, les cheveux. Donc ça peut coller avec un des individus, notamment l'équipe qu'on a ciblée. Tu le convoques, je constitue les planches photos et on lui présente les photos en espérant qu'il nous reconnaisse l'individu qu'il a vu au volant. D'accord, ça marche. Merci. Dans ce genre de cas, les policiers organisent un tapissage photographique. En clair, ils vont présenter aux témoins les photos des 3 suspects noyés au milieu de 18 portraits. Des délinquants présentant les mêmes critères physiques et sélectionnés par l'ordinateur. Donc on fait un tapissage automatique. Donc là, c'est le logiciel qui se charge de sélectionner les autres individus qui ont figuré sur la planche photo. Donc c'est cette planche photo qu'on va présenter donc aux témoins. Notre individu est en position numéro 4. 1 heure plus tard, quand le témoin providentiel se présente au commissariat, la tension monte d'un cran. Voilà, il arrive. Je te fais la planche, je te la porte. Ouais. Effectivement, s'il pourrait nous reconnaître les individus, ça serait parfait. Voilà, ça pourrait faire avancer notre enquête assez rapidement. On espère. On va voir ça. Les policiers vont être rapidement fixés. Voici l'automobiliste accidenté. Il garde un souvenir très précis de cet accrochage avec les voleurs de la polo bleue.
En fait, j'étais dans ma voiture au moment du vol du véhicule. En fait, ils m'ont rentré dedans. Donc, au moment où je vais descendre pour regarder les dégâts qu'il y a eu, il est reparti et puis il m'a arraché tout le pare-choc encore partant. Tout s'est passé très vite, mais le témoin a eu le temps de voir les passagers, notamment le conducteur. Bon, j'ai vu son visage en fait. Vous allez prendre votre temps. Hein. Ouais. Il y a 2 planches photographiques. Donc, bien entendu, hein, tout est mélangé, hein, forcément. Une première planche. Le témoin regarde attentivement les visages. Et très vite... Peut-être celui-là, mais non. Celui-là, c'est-à-dire le suspect numéro 1 des enquêteurs, le propriétaire de la Golf noire. Deuxième. Non. Donc ça ressemblerait... Le plus ressemblant, c'est quoi? Peut-être le numéro 4, la première fiche. Le jeune homme n'est pas sûr à 100%, mais sur les 18 individus, c'est le suspect principal de l'enquête qu'il pointe du doigt. Lui aussi. Et surprise, il pense également avoir vu ce jour-là le numéro 9, qui fait lui aussi partie des 3 suspects. Et c'est quoi? C'est la morphologie? C'est quoi qui vous a fait penser à ces individus? Ouais, morphologie... Bon, une toute petite seconde. Christian ne laisse rien paraître, mais il n'en espérait pas tant. Néanmoins, il me dit peut-être celui-là, puis après il me dit peut-être celui-là. C'est pas vrai. Je te jure. Je te jure. Regardez qui me dit peut-être celui-là ou peut-être celui-là. Sur les 9 présentés, il te cible celui-ci, et sur les 9 là, il te cible celui-là. Tout à fait. Sans que tu lui indiques quoi que ce soit. Sans aucune indication. Les policiers semblent sur la bonne piste. 2 suspects sont reconnus par un témoin dans la voiture qui a servi au braquage. Et l'un d'entre eux a une Golf, comme celle que les malfaiteurs utilisent. Mais malgré tout, pour l'instant, rien n'établit concrètement que les 3 hommes étaient bien sur les lieux des vols à main armée. Alors, comme souvent dans ce genre d'affaires, les enquêteurs vont s'intéresser à leur portable. Ils vont rechercher tous les téléphones présents aux 5 endroits où les braqueurs ont été localisés. Le lieu du vol de l'Apollo, celui où la voiture a été brûlée, ainsi que les 3 commerces attaqués. Et vous allez voir que les policiers ont une technique très efficace pour retracer le parcours de n'importe quel téléphone. C'est un travail de fourmi qui commence. Première étape, localiser les antennes relais qui transmettent les appels aux endroits qui intéressent l'enquête. Salut. Salut Sébastien. Ça va? Oui, et toi? Oui. Et pour ça, à Dijon, la spécialiste, c'est Marie-Laure. Bon, alors on va faire des bornages. Ouais. Lorsque nous téléphonons, notre appareil déclenche des antennes relais comme celle-ci. En agglomération, ces bornes, il y en a des centaines. Chaque opérateur a les siennes, et en se déplaçant parfois de quelques mètres seulement, un portable change d'antenne. La mission de Marie-Laure, retrouver les bornes déclenchées par les braqueurs. Dans son sac, un ordinateur spécialement conçu pour cette opération. Les policiers vont retracer le parcours des malfaiteurs. Première halte, cette rue où ils ont volé l'Apollo bleu. Là, je suis en train de démarrer le téléphone portable et puis l'ordinateur portable. Voilà, pour mettre en route l'application qui va déterminer les différentes bornes activées sur ce lieu. En se promenant ainsi avec son équipement, Marie-Laure identifie pour chaque opérateur la borne activée à un endroit précis. Et là, donc, on va faire différents passages aux alentours du vol de la voiture. Sur son écran apparaissent au fur et à mesure le nom de l'opérateur et l'identifiant de l'antenne activée. Donc là, pour le moment, j'ai une seule borne qui a été activée sur le trajet que l'on vient de faire. La technicienne va répéter l'opération pour chaque opérateur. Et 2 heures plus tard, résultat des courses.
Donc là, on a terminé le relevé des bornes. En tout, on en a trouvé 16. 16 Voilà. sur les 3 opérateurs. Sur les 3 opérateurs. Parfait. Marie-Laure va ensuite répéter la même opération aux 5 endroits où les braqueurs sont passés. Les lieux où la Polo a été volée puis brûlée, ainsi que les 3 commerces attaqués. Il est déjà en fonctionnement ou... Ouais. 2 heures à chaque fois, 2 heures à marcher sur les pas des malfrats. Mais ensuite, l'opération est loin d'être terminée. Les enquêteurs vont demander aux opérateurs la liste de tous les numéros qui ont activé ces bornes au moment des faits. Une nouvelle démarche pendant laquelle les policiers rencontrent parfois des difficultés inattendues. Le lendemain matin, Sébastien présente la synthèse de ce travail à son chef de service. Ça, c'est tous les relais qu'elle nous a sortis, hein, d'accord? C'est les techniques. Ok. Au total, 70 relais téléphoniques intéressent l'enquête, tous susceptibles d'avoir transmis les communications des braqueurs. Le VMA à Kennedy par 8 septembre. Le vol de véhicules Polo. Longonière le 18. Les policiers vont maintenant exiger des opérateurs téléphoniques la liste de tous les appels transmis par ces bornes les jours des faits. Et c'est là tout le problème. Cette opération peut très vite chiffrer. Sur chaque relais, ça coûte 17 €, je crois. Donc on a compté, il y a 70 relais. Donc ça fait une somme de 1225 €. 1225 € de facture. C'est la justice qui paye et elle fait ce choix au regard du préjudice. Ici, lors des 3 braquages, 3 000 € ont été dérobés. Le capitaine de la crime est un peu sceptique. Vu le préjudice qu'on a sur les vols à main armée, le parquet va peut-être grincer un petit peu les dents si on fait les réquises sur tous les relais. Pour un résultat qui n'est pas certain. Pour limiter les frais et convaincre le procureur, les policiers vont donc sélectionner les lieux les plus importants parmi les 5 qui intéressent l'enquête. Les 3 plus intéressants, c'est les 3 derniers. Les 2 sur le véhicule. Les 2 sur le véhicule, je pense que c'est primordial. Et tabac ou ouais. sur le service du véhicule pour faire le Ouais. On espère qu'il y ait un numéro en commun qui ressorte sur les 3 points. Un ou plusieurs numéros, et puis pouvoir les identifier et éventuellement... Approfondir sur le propriétaire des lignes, quoi. Voilà, ouais. Faire un petit environnement ensuite sur le propriétaire des lignes. Ouais. Voir si ça peut coller avec nos individus. Tu lances les réquises? Ouais, c'est parti. Tiens. Merci. Je te tiens au courant? Ça marche. 3 lieux sont finalement sélectionnés. Dernière étape, par réquisition, Sébastien demande aux opérateurs la liste des appels émis ou reçus par les bornes concernées. Il va lui falloir 2 semaines pour obtenir ces résultats. Son espoir, trouver dans ces listes de numéros ceux des 3 suspects identifiés. Seul moyen de prouver enfin leur implication dans cette affaire, de rassurer les commerçants et de ramener le calme dans la ville. « 15 jours plus tard, Sébastien est tendu. C'est maintenant l'heure de vérité. Les résultats sont arrivés par mail. Et voilà ce qu'il obtient. Des milliers de numéros. Ça, c'est tous les numéros qui ont été émis à partir d'une borne dans le créneau horaire. Ça correspond quand même entre 1500 et 2000 appels pour un opérateur par borne. Pas question de demander aux opérateurs les noms des propriétaires de toutes ces lignes. Pour mieux cibler celles qui l'intéressent, Sébastien va croiser toutes ces informations et rechercher les numéros présents dans les 3 endroits à la fois. On appelle ça un recoupement. L'enquêteur doit croiser l'ensemble de ces données et finalement, sur ce graphique, il visualise le résultat. Alors certains téléphones ont-ils suivi le même cheminement que les braqueurs? Donc on voit les relations entre les différents lieux. Donc si je prends par exemple cette personne-là, vous voyez que voilà, il active, donc cette personne-là active le relais du bureau de tabac et il active également le relais lieu du vol du véhicule. Donc nous, ce qu'on aurait aimé bien évidemment, c'est qu'il y ait un numéro qui soit en relation avec les 3 secteurs. C'est pas le cas malheureusement. Raté, mais 35 numéros ont déclenché des bornes sur 2 lieux fréquentés par les braqueurs.
Sébastien va se concentrer sur eux et demander aux opérateurs l'identité des propriétaires de ces lignes, en espérant que l'un de ces numéros appartienne à l'un des 3 suspects. Deux jours plus tard, Sébastien va enfin découvrir les noms des titulaires de ces lignes. Donc on a les 3 opérateurs à présent. Fébrilement, il imprime les résultats et parcourt au plus vite les 35 noms fournis par les opérateurs. Et au final... Donc là, pour l'instant, il y a des noms qui semblent connus ou pas? Pour l'instant, dans un premier temps, je dirais non. Il n'y a pas de nom qui me parle. Sébastien prend la nouvelle avec le sourire, mais la déception est de taille. Aucun des 3 suspects ne figure sur la liste. Alors le brigadier va quand même passer ces 35 noms en revue. Qui sont-ils? Peut-il les relier à son affaire? Pour chacun d'entre eux, il consulte le STIC, les archives de la police. Mais c'est négatif. Sur les 35 propriétaires de ces lignes, un seul est connu des services. Hop, donc là, j'ai un mis en cause. Donc je vais aller consulter la liste des infractions et des décisions de justice qui le concernent. En l'occurrence, on a des petits faits qui sont de l'ordre de l'atteinte à la dignité de la personne en 2008 et puis un appel téléphonique malveillant également en 2008. On ne peut pas estimer qu'il y a un intérêt quelconque pour la procédure. Aucun profil susceptible de commettre des braquages. La téléphonie n'a rien donné. Là, en l'occurrence, on n'a rien. Je vais aller prévenir Cédric des faits et puis après, on discutera ensemble de la suite à donner à l'affaire et quelle orientation on peut prendre désormais, quoi. Sébastien n'a pas l'intention d'abandonner la partie. Il a quand même de gros soupçons, notamment sur l'un des 3 suspects. Celui qui a été reconnu par un témoin au volant de la Polo bleue qui a servi à l'un des braquages. Et qui possède une Golf noire ressemblant à celle utilisée par les malfaiteurs. Dans ce genre de cas, la seule solution pour les policiers, c'est de perquisitionner le domicile du suspect, à la recherche d'une preuve accablante. C'est toujours avant le lever du soleil que ce genre de visite est programmée. Ça va? Salut les gars. Ça va? Bonne forme? Ouais. Ça va. Et toi? Ouais. Ce matin, avec l'accord du procureur, Sébastien va interpeller le suspect et le placer en garde à vue. 4 policiers sont mobilisés et tous prennent leurs précautions. Sébastien est concentré, il sait que son dossier est fragile et qu'il doit absolument trouver des preuves au domicile du suspect. Sa dernière chance de le relier au braquage. C'est bon, vous êtes tous prêts? On va y aller, donc on va chercher monsieur. Donc chez lui, on va rechercher plusieurs éléments. Donc tout ce qui peut avoir un lien avec le véhicule, notamment les papiers, etc. Mais également des gazeuses qui ont été utilisées, des grandes gazeuses avec un liseré rouge, des gants particuliers avec des motifs blancs sur les mains, peut-être une paire de baskets Nike noires avec des lacets blancs. C'est surtout les gazeuses qui nous intéressent, quoi. Si on retrouve la même gazeuse. On est parti? Allez. Allons-y. Direction la cité en périphérie de la ville, où le suspect réside chez sa compagne. Et apparemment, ce matin, il est sur place. La Golf, elle est posée là-bas. Sa voiture est garée sur le parking. Dans quelques minutes, Sébastien sera face au principal suspect de ce triple braquage. Bonjour, c'est la police. Bonjour. On peut entrer, s'il vous plaît? Les policiers sont accueillis par sa petite amie. Mais l'homme est là, lui aussi, surpris au saut du lit. Bonjour, on vient vous voir, c'est le commissariat de Dijon. Vous allez venir avec nous?
Vous êtes placé en garde à vue dans le cadre d'une affaire de vol à main armée. On va faire. Vol à main armée? Oui. D'accord? Vous allez venir vous expliquer au commissariat. D'accord? Vol de véhicule également. Le suspect semble tomber des nues. Il faut en parler ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Ok. Alors là, franchement. D'accord. Bon, écoutez, on va septembre, non, ça vous dit rien? on va voir ça ensemble au commissariat, d'accord? Par contre, on ne fait qu'une perquisition à votre domicile. Ouais. D'accord, il n'y a pas de souci, vous acceptez? Ouais. C'est chez moi ici. Ouais. Bah, il vit là aussi. Ouais, Ça va être vite fait alors. On va regarder ça vite fait. Sébastien ne prête pas attention à ses réactions. Il reste concentré sur son objectif, trouver une bombe lacrymogène, une cagoule ou les vêtements que portaient les braqueurs les jours des faits. Et il connaît les meilleures cachettes d'un appartement. On cherche un peu partout. Dans les endroits improbables. Il y a toujours un fond dans les meubles sous évier. C'est super important d'aller voir. Il ne laisse rien passer. Sous l'évier, sous le four, et même dans la chasse d'eau. Mais il ne trouve rien. Une BM bleue. D'accord. Est-ce que celle-ci? Bah, puis celle du boulot, mais que j'ai pas vu que j'en ai rien. Et c'est quoi celle du boulot? C'est un kangou blanc. D'accord. Les clés de la BM, vous les avez là? Oui. On va les prendre également. Vous avez que ça qui est cuit? Ouais. J'ai une Golf que j'ai vendue il y a pas longtemps. Le suspect n'aurait plus les clés de sa Golf noire. Il affirme l'avoir vendue il y a quelques semaines à un voisin. Voilà pourquoi elle est toujours garée sur le parking. Merci madame, au revoir. Il roule désormais dans un autre véhicule que Sébastien et ses collègues vont fouiller de fond en comble. Vous avez votre véhicule? Mais rien dans l'habitacle, rien dans le coffre. À l'issue de la perquisition, les policiers sont bredouilles. Et Sébastien est troublé en voyant la tête du suspect qui a vraiment l'air surpris. Soit il est très intelligent, soit il n'a rien à se reprocher. Ouais. L'homme joue-t-il la comédie ou est-il vraiment innocent? Les auditions vont peut-être éclaircir ce mystère. Sans preuve matérielle, elle s'annonce délicate, mais comment réagira le suspect face aux éléments troublants récoltés pendant l'enquête? Il habite à quelques mètres seulement des magasins attaqués. Un témoin le reconnaît dans une voiture ayant servi à un braquage. Une Golf noire comme la sienne a été utilisée par les agresseurs. Mais avant de cuisiner le suspect, les policiers vont profiter de l'avoir sous la main pour réactualiser son dossier. Nouvelles photos, prise d'empreintes digitales. On fait les simultanés en premier. Fouille et un petit séjour en cellule, comme le prévoit la procédure. Tiens, c'est celle-ci. Allez-y, je vous en prie. Je reviens d'ici une petite demi-heure et puis on gère ça ensemble, ok? Après ce traitement, et dès le début de l'audition, Sébastien va entrer dans le vif du sujet. En commençant par le vol de la Polo bleue qui a servi à l'un des braquages. Et il va observer la réaction du suspect. Vous avez réfléchi un petit peu aux choses concernant votre présence ici? Ouais, un petit peu. Il s'est produit un vol de bagnole rue de au mois de septembre. Ouais. Franchement, pour vous dire la vérité, non. Non. Pourquoi tu me dis pour vous dire la vérité? C'est que la vérité que je veux, moi. Ouais, non, mais parce que... Ouais. Pourquoi tu as besoin d'insister sur cette expression? Parce que vous pouvez croire que je dis n'importe quoi. Ouais. Vous me connaissez pas. Le vol d'une Polo, ça te dit rien? Une Polo? Ouais. Un véhicule Polo, un vieux modèle? Vieille bagnole bleue, non? Ça te dit rien? Le jeune homme affirme être totalement étranger à l'affaire.
Alors Sébastien va enchaîner les éléments à charge obtenus au cours de son enquête. Et en premier lieu, sa Golf noire, la même que celle utilisée par les braqueurs. Depuis la Golf, on est vendue, on roule pas. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a quoi? Comme on dit, elle roule pas. La Golf? Ouais. Ah mais elle roule pas parce que je m'en sers pas quoi. D'accord. Mais si, elle roule, si, pardon. Moi je m'en sers pas, elle est stationnée de côté quoi. Vous prêtez pas vos véhicules, on est d'accord? Ouais, c'est bon, jamais. Le suspect n'utiliserait plus sa Golf depuis qu'il l'a vendue à un voisin il y a quelques mois. C'est pour ça qu'elle serait toujours sur le parking. Alors Sébastien va sortir son meilleur argument. Ce témoin qui a eu un accrochage avec les braqueurs et leur polo bleu volé. L'homme pense avoir vu le suspect au volant ce jour-là. Il y a eu un témoin et que ce témoin il vous a reconnu comme étant la personne au volant au moment du vol. D'accord. Voilà pourquoi vous êtes là. Ouais. Putain, c'est fou quand même. Ouais. Qu'est-ce que vous m'en dites? Juste à cause d'un mec qui se plonge, je suis là en train de me casser la tête, putain, c'est grave. Je comprends votre agacement, mais... Voilà. D'accord. C'est clair et net. C'est sûr, j'ai jamais volé une voiture. D'accord. Bon, je sais que c'est pas moi, mais... C'est bizarre qu'il y en a qui disent ça. J'ai un sosie. Peut-être. Le jeune homme a l'air stupéfait. Mais il y a plus accablant encore. Le deuxième homme reconnu par le témoin, qui n'est autre que l'un de ses amis avec qui il a déjà été impliqué dans une affaire de vol. Pourquoi quand je vous parle de vos connaissances, tout ça, vous me parlez pas de... Ah ouais, parce que je le vois plus. Ça c'est des gens justement avec qui, voilà, moi je suis très influençable, donc en fait, si je fais des gens comme ça, je fais des conneries. D'accord. Alors, autre coïncidence. D'accord, c'est au moment du vol de la Polo, et le témoin, qui connaît ni monsieur, qui connaît ni monsieur en passager avant, qui c'est qui reconnaît? Yes. Non. Ouais, mais c'est un truc de ouf, ça. Fait quand même beaucoup de coïncidences, hein? Ouais, non, mais c'est pas possible. Pour des petits cerveaux de policiers, ça turbine après, quoi. C'est pas possible. Pour Sébastien, il est temps de poser directement la question. Le suspect a-t-il quelque chose à voir avec ces braquages? Il y a eu un vol à main armée. Ouais. Ça vous dit quelque chose, non? Au mois de septembre? Mois de septembre? Ouais. Non? Tabac avec chez moi? Ouais. Ouais, c'est ça? Ouais. Bah, ouais, j'en ai entendu parler, la logique, ouais. Le jeune homme semble accablé. Et il paraît crédible. Alors après avoir travaillé à charge, le policier va travailler à décharge et rechercher avec lui des arguments pour sa défense. Tu te rappelles de ce que tu faisais le 18 septembre 2012, l'année dernière? Non. C'était un 15 jours. Lundi, moi je travaillais. On appelle mon patron, on va dire où j'étais le 18 septembre. Mais ça sera fait. On va vérifier tout ça. Hein? Coup de théâtre, le jeune homme aurait un alibi. Il aurait travaillé le jour où la Polo bleue a été volée entre 15h et 15h30. On en arrête là pour le moment? Ah bah moi je vais rajouter. Ouais. On va faire les vérifs avec l'employeur? Ouais. D'accord. Ça devrait pas prendre trop de temps. Vous avez autre chose à ajouter? Non. L'audition est interrompue, le temps d'un coup de fil qui peut faire basculer toute l'enquête et prouver l'innocence du principal suspect. Bon. Ouais, alors, Faut qu'on fasse la vérif. Pour l'employeur, parce que lui me dit qu'il est au travail le jour du vol de la voiture où il est reconnu. Donc on va faire cette vérif-là. Ouais. On va l'appeler, puis si jamais effectivement il s'avère qu'il travaillait ce jour-là, ça va être un peu compromis, quoi. Ah ouais, il a bien peur. Ouais. Parce qu'il dit rien de plus en audition. Non. Il m'a l'air assez carré, quoi. Pas de... Bah, si l'employeur confirme qu'il était au boulot le jour-là... Il n'y a pas de faille, hein, il y a pas de faille dans son discours, donc... Ouais. Écoute, est-ce qu'on n'a pas d'autres éléments? À ce moment-là, je me mets quand même un petit peu à la place de ce garçon qui si il s'avère qu'il y est pour rien, a subi un mauvais concours de circonstances, puis il y a plusieurs choses
qui vont à son encontre et qui nous ont ouvert ces possibilités d'enquête, notamment sa reconnaissance, la reconnaissance de ses liens avec le fait que le bureau de tabac soit à 100 mètres d'où il habite, ça fait quand même pas mal de... La voiture aussi. La voiture, je me dis que... Il fallait qu'on ferme cette porte-là, c'est tout. Je me dis que le pauvre, c'était pas sa période, ce garçon. On va vérifier avec l'employeur. Ouais. Alors le suspect a-t-il réellement un alibi? Allô, monsieur? Oui, bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, c'est le commissariat de police de Dijon. Monsieur, pareil, je me permets de vous appeler car on effectue des vérifications auprès d'un de vos employés. Monsieur. Oui. Il est bien employé chez vous? Oui. D'accord. Voilà, on voulait savoir un petit peu son emploi du temps pour une journée du mois de septembre. Est-ce que comme ça vous pouvez nous donner un petit peu son emploi du temps ou est-ce qu'il faut... Au mois de septembre? Ouais. Je sais que ça fait un petit peu loin, mais est-ce que selon vous, il travaille... Je suis sur un chantier alors. D'accord. Mais selon vous, est-ce qu'il travaillait au mois de septembre, le 18 septembre précisément? Bah oui, il travaillait, oui. 18 septembre, il travaillait? Ouais. Il n'était pas en arrêt, il n'était pas en vacances? Non. Et ses horaires de travail, c'est quoi exactement? C'est 8h midi, 14h, 18h. D'accord. 14-18. Et il était où à l'époque, là? Sur quel chantier, vous savez à peu près? Ah bah par contre, là je peux pas vous dire, mais je pourrais vous le redire quand je suis au bureau. Ouais, mais pour vous, il travaillait, il était là, hein, 18 septembre. Ah oui? Ouais, d'accord. Merci en tout cas, monsieur. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Un coup de fil, et c'est toute l'enquête qui s'effondre. Bah, apparemment, il était au boulot le 18 septembre. Il était à 8h midi, 14-18. Bon, ça donne rien a priori, donc maintenant c'est vrai que toutes les pistes se referment, quoi. Après une vérification plus poussée, le jeune homme travaillait bien ce jour-là. Faute d'éléments probants, Sébastien remet en liberté le suspect, peut-être victime d'une incroyable série de coïncidences. Reprenez vos chaussures, c'est la libération. Un témoin qui croit le reconnaître à bord d'une voiture volée. Son véhicule, le même que celui des malfaiteurs. Et son adresse, située tout près de deux des commerces attaqués. Heureusement pour lui, son alibi lui sauve la mise. Pour Sébastien et son équipe, l'enquête repart à zéro. Mais les policiers ne perdent pas l'espoir de faire un jour la lumière sur cette vague de braquage. Quand c'est comme ça, on arrête les investigations un petit moment, en laissant le dossier quand même de côté sur le bureau, au cas où on a de nouvelles informations, de nouveaux éléments, hein, ça arrive fréquemment. Soit on a des informations, soit on rattache avec d'autres affaires, soit les individus recommettent les mêmes genres de faits. Donc là, on réouvre le dossier, quoi. Qui sont ces trois braqueurs à la gazeuse? Pour l'instant, le mystère reste entier. Ont-ils quitté la ville? Ont-ils été arrêtés dans une autre affaire? À Dijon, en tout cas, plus aucune attaque de commerçants à la bombe lacrymogène n'a été commise depuis ce jour.